Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bock-Côté pense et parle plus vite que son ombre. Alors, il y a les élections européennes en ce moment, vous le savez. Il y aura le vote, en France, ça va être le 9 juin, par exemple. Et une occasion, c'est aussi l'occasion de faire un bilan de temps en temps. Que s'est-il passé? Est-ce que l'on a bien géré les crises et ainsi de suite? Or, on tend de l'oublier, mais les dernières élections européennes, qui étaient en 2019, si je ne me trompe pas, entre-temps, il y a eu la crise COVID. Et le bilan de la crise COVID est complètement absent des présentes élections européennes, comme si on ne voulait pas revenir sur ce qui s'était passé. Mais certains hommes politiques, certains intellectuels nous disent un instant, on ne peut pas faire comme si on ne doit pas en parler. Parmi ceux-là, Alain Destex. Alain Destex a été longtemps un homme politique au cœur de la vie politique belge. Il est aujourd'hui sénateur honoraire en Belgique. Il est aussi médecin, ce n'est pas un détail. Et sur Twitter, il a publié, aujourd'hui on publie souvent des articles sur Twitter, il a publié un article assez sévère en disant, mais la classe politique européenne, est-ce qu'elle a fait vraiment le bilan de l'expérience COVID? Pour revenir sur ça, parce que ça dit quelque chose sur le Québec aussi, nous le recevons. Alain Destex, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié un texte assez vitriolique sur Twitter en disant l'expérience COVID est complètement absente des Européennes, comme si on avait décidé de faire comme si c'était pas arrivé. Encore rien n'a eu lieu. Or, vous nous dites non, il s'est passé quelque chose, il faut revenir de manière assez lucide sur ce que nous avons vécu. Donc, je vous demanderai de résumer votre état d'esprit qui vous a conduit à écrire ce texte. Mais écoutez, Mathieu, si on demande à n'importe qui, aux Québécois, aux Européens, aux Américains, quel a été l'événement le plus important qui a marqué leur vie au cours des 5 dernières années, ben c'est évidemment pour la planète entière le Covid. Or, il n'y a aucun leader politique, que ce soit en Amérique, en Europe ou ailleurs, qui reprend à son crédit le bilan de la gestion du Covid. Il n'y a personne qui dit « Oh, c'est formidable, moi j'ai bien géré le Covid ». Un peu comme si on voulait faire comme si cet événement n'avait pas existé. Si vous voulez, il y a une parenthèse, elle a été refermée. Or, ça m'intrigue parce que pour moi, la gestion du Covid, et pas seulement pour moi, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté de faire la clarté, ça a été un désastre à tout point de vue. Alors, c'est un désastre à tout point de vue. Je lisais dans votre texte, je fais écho à un argument. Certains disent, c'est vrai que c'est un désastre, mais en temps réel, on ne savait pas. En temps réel, on faisait ce qu'on pouvait. En temps réel, tout le monde était embarqué dans le même bateau, finalement. Donc, c'est facile d'être sévère rétrospectivement. Et vous nous dites, non, en temps réel, des voix se faisaient entendre aussi, mais on les a un peu marginalisées. C'est ça. Donc, en temps réel, sur chacune des grandes problématiques, il y avait des gens qui disaient attention, il y a un autre discours possible. Et ça commence dès le début de l'épidémie. Donc, en janvier 2020, lorsqu'on nous vend la thèse, rappelez-vous, du fameux pangolin. Personne ne connaissait cet animal et ce nom à l'époque. Et le pangolin devient la cause de tous nos problèmes mondiaux. Mais dès le début, il y a des gens qui ont dit, vous savez, c'est peut-être pas un pangolin, ça vient peut-être d'un laboratoire chinois, mais à l'époque, c'était un discours interdit. Je pourrais multiplier les exemples, mais les confinements, par exemple, nous avons été quasiment tous soumis à des confinements. Ben, il y a un Suédois, le leader de la santé publique en Suède, il a dit non, ça ne sert à rien les confinements. Ben, aujourd'hui, on sait qu'il avait raison. Et aux États-Unis, on peut comparer la Floride et la Californie. La Floride n'a quasiment pas confiné, la Californie a confiné de façon excessive pendant des mois et des mois. Eh bien, résultat, l'économie de la Floride s'en porte beaucoup mieux que celle de la Californie, et au niveau santé publique, décès, il n'y a pas eu de différence. Et enfin, je citerai peut-être l'événement le plus significatif, parce que c'est quelque chose de scientifique, c'est ce qu'on a appelé la déclaration de Grand Barrington, c'est une ville aux États-Unis, où 3 professeurs de Harvard, de Stanford et de Oxford en octobre 2020 nous disent attention, les confinements ne servent à rien, attention, les enfants et les adolescents doivent aller à l'école, la maladie n'est pas dangereuse pour eux, personne ne les écoute, ils ont tous des problèmes dans leur vie professionnelle, ils sont virés ou marginalisés de leurs universités, et aujourd'hui, ils avaient raison. Raison pour laquelle personne n'en parle et personne ne veut regarder dans le rétroviseur. Alors, on reviendra sur le bilan politique à faire de tout ça, mais je poursuis dans votre diagnostic. Vous nous dites il y avait moyen de savoir en temps réel. À tout le moins, il y avait des hypothèses qui étaient lancées dans l'espace public, mais
on se souvient du terme qui a été utilisé, moi j'appelle ça la version covidienne du concept d'extrême droite, c'était complotiste. Alors là, si vous aviez des réserves non seulement sur les origines de la maladie, mais aussi sur les mesures sanitaires proposées, mais aussi sur les confinements, mais aussi sur l'appel à la délation de vos voisins, le mot complotiste est utilisé très rapidement. Est-ce que de ce point de vue, c'est la logique du bouc émissaire qui était réactivée pendant la COVID? On avait tellement besoin de faire front commun qu'on avait besoin de désigner l'autre sous le mode du monstre, et le monstre du moment, c'était le complotiste version COVID de l'extrême droite. Oui, absolument. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'on savait tout dès le début. Il y avait effectivement de vraies interrogations et des choses qu'on ne savait pas. Mais dès le début, il y avait des voix distinctes. C'est peut-être pas, le consensus n'existe pas. C'est comme d'ailleurs, je suis à une conférence pour le climat, c'est la même chose. On dit qu'il y a un consensus. Non, il n'y a pas de consensus. Dès le début, il n'y avait pas de consensus sur ces questions. Et effectivement, il fallait imposer une parole officielle et toute dissidence par rapport à la parole officielle devait être sanctionnée. Et ce qui est ordinaire, et je pense d'unique et d'inquiétant par rapport à l'évolution de nos démocraties depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a assisté à une censure et une répression comme on n'en avait jamais vu dans l'espace public, non seulement dans la liberté d'expression qui a été brimée, mais aussi dans la première et la plus élémentaire des libertés, celle d'aller et venir, de pouvoir sortir de chez vous et de rentrer de chez vous. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a assisté à ça. Or, qui a censuré? Les gouvernements. Bon, vous pourriez me dire, ça peut être normal, ils avaient peur, ils savaient pas ce qui se passait, ils censuraient. Mais tout le monde a embrayé. L'OMS a embrayé. Les médias traditionnels ont censuré également. Et les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter à l'époque avant Elon Musk, c'est-à-dire absolument tout ce qui avait une forme d'autorité dans l'espace public a sanctionné et donc les voix dissidentes ne pouvaient plus s'exprimer. Effectivement, il a fallu cataloguer tous ces gens de complotistes ou d'extrême droite pour les empêcher de pouvoir s'exprimer. Le summum a été en quelque sorte, si vous voulez, Macron qui a dit, excusez-moi pour vos éditeurs, mais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, ce qui est quand même incroyable de la part d'un président s'adressant à une partie importante de son peuple. Alors, je me mets dans l'état d'esprit de nos gouvernants. Ils se disent, on est devant une maladie qu'on ne connaît pas, un virus qu'on ne connaît pas. Ça pourrait, alors je me souviens des images qui nous viennent d'Italie, des récits qui nous viennent d'Italie, des États-Unis. On se dit, mais ça peut d'un coup faucher une partie importante de nos sociétés. On est obligé de prendre des mesures extrêmes. On n'a aucun désir de prendre des mesures extrêmes, mais elles sont nécessaires pour traverser cette crise. Je vous pose la question très simplement. Est-ce que vous croyez que nos dirigeants, lorsqu'ils sont dans cet état d'esprit, peut-être se trompent-ils, mais ils sont globalement de bonne foi en disant on fait ce qu'on peut pour traverser une crise unique dans l'histoire de nos sociétés? Mais il y a deux remarques par rapport à ça. La première, c'est quand même assez extraordinaire l'influence qu'a eu la Chine dans cette pandémie. C'est-à-dire que la Chine a confiné, alors a fait donc des confinements, oui, des lockdowns comme on dit en anglais. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle l'anglais, mais bon voilà, des confinements. Mais et tout d'un coup, la seule réponse possible des dirigeants occidentaux, ça a été il faut faire comme la Chine. Je pense que si la Chine n'avait pas initialement décidé d'avoir ces mesures extrêmes et radicales, on aurait peut-être pu entendre d'autres voix qui auraient dit non, vous savez, il faut faire attention, le confinement, parce qu'on parle pas beaucoup là pour le moment des conséquences du confinement, non seulement des conséquences économiques, mais des conséquences sanitaires, les cancéreux qui n'ont pas été traités, les opérations qui n'ont pas été faites, les enfants qui n'ont pas été à l'école, les troubles psychologiques dans toute une série de la population, l'obésité qui a tout d'un coup été considérablement accrue par la sédentarité obligée. Donc il y a eu des conséquences énormes de ce confinement. La deuxième chose, c'est que, donc, premièrement, l'influence quand même extraordinaire de la Chine. Deuxièmement, mais assez rapidement, malgré les images terribles d'Italie dont on se souvient tous, on pouvait quand même voir qui mourait. Et qui mourait? C'était les plus de 80 ans, moyenne d'âge 82, 83 ans selon les pays, et puis les personnes qui avaient des comorbidités, des problèmes cardiovasculaires, de diabète, etc. Mais ça, très rapidement, on le savait. Et très rapidement, on a vu que les enfants et les adolescents n'étaient pas touchés ou de façon très légère. Quand ils étaient touchés, d'ailleurs, ils acquéraient une immunité, ce qui était bon pour tout le monde. Mais non, on a quand même, bien après, mars, avril, commencé à fermer les écoles et on a fait perdre à toute une génération, 6 mois, 1 an, voire plus dans certains pays comme le Mexique ou autres, d'une année scolaire. Et encore aujourd'hui,
on le paye. Tous les professeurs d'université ou de faculté vous diront le niveau n'est plus le même que celui qu'il était avant le Covid. Alors, simplement pour clarifier, le temps je prends une dernière question. Vous n'êtes pas, on se comprend bien, vous n'êtes pas de ceux qui disent il n'y a pas eu de pandémie, il n'y avait pas de virus, il n'y avait rien de tout ça. Vous dites notre mode de gestion de la crise était inadapté. Je me permets de faire la clarification parce que quand on se souvient de la période COVID, tous les discours s'entremêlaient probablement. Non, mais vous faites bien de faire cette clarification. Vous avez rappelé que j'étais médecin. Mais non seulement je suis médecin, j'ai travaillé 2 ans dans la filière vaccin de l'Institut Pasteur. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas anti-vaccin, c'est moi. Je suis pro-vaccin à tout point de vue. J'ai un diplôme de santé publique. Je pense que la santé publique est quelque chose de sérieux. Donc, je suis en train ici d'essayer d'analyser l'hystérie, je pense qu'on peut véritablement parler d'hystérie, qui a touché toutes nos sociétés et qui a surtout empêché de pouvoir avoir un esprit critique par rapport à ce qui se passait. Et comme on en a déjà parlé, cet épisode de censure absolument hallucinante, qui est peut-être d'ailleurs le prémisse d'autres censures dans d'autres domaines. Mais je ne suis pas on n'a pas parlé du vaccin, mais si vous me donnez encore 30 secondes, là aussi le vaccin, si vous voulez, les études ont été complètement bâclées. Rappelez-vous, on nous a vendu ce vaccin comme un miracle, comme la solution à tous nos problèmes. Si vous me permettez de reprendre votre sujet précédent, on nous a vendu une arme de haut niveau, on a eu un pétard mouillé, quoi. On a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas très très bien chez la plupart des gens, qui offrait simplement une protection temporaire, c'est pour ça qu'il a fallu des rappels, chez les personnes de plus de 65 ans, mais qui ne servait probablement, je dis probablement parce qu'on n'est pas sûr à 100%, mais à rien chez les adolescents et chez les enfants, et qui avait des effets secondaires importants comme les myocardites et d'autres. Et rappelez-vous, à un moment, on a dit c'est une épidémie des non-vaccinés, mais non, ce n'était pas une épidémie des non-vaccinés. Les vaccinés transmettaient la maladie tout autant que les autres. Donc, si vous voulez, le point essentiel, c'est, je trouve qu'il faudrait faire des enquêtes. C'est-à-dire que chaque pays devrait mettre en place une commission d'enquête pour essayer de faire le bilan de ce qui a été bien fait, peut-être mal fait aussi, mais qu'à la prochaine pandémie, on ne nous refasse pas le coup des confinements, du vaccin, etc. Or, il y a un véritable danger parce que les gouvernements et l'OMS sont en train de discuter un traité international qui pourrait donner tous les pleins pouvoirs à l'OMS et qui pourrait imposer finalement à la terre entière des mesures entières sans possibilité de les contester. Parce que cette pandémie n'a pas été, en anglais on dit never waste a good crisis, ne manquez jamais une bonne crise, c'est-à-dire les crises sont toujours l'opportunité de mettre en place quelque chose. Et aujourd'hui, on voit qu'on utilise la crise du Covid finalement pour nous imposer, par exemple pour les Jeux Olympiques à Paris, des passes sanitaires dans toute une partie de Paris autour de la Seine. Alain Destec, c'est un point de vue transgressif par rapport au débat public autour de cela, ou l'absence de débat. Merci infiniment pour votre temps ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, Monsieur Bocoté. Au revoir.